Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel entretien du Parti de la France. Et c'est une chronique historique aujourd'hui. Et comme chaque chronique historique, nous nous retrouvons avec Scipion de Salm. Bonjour Scipion. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. En tout cas, j'espère que le sujet va vous plaire, puisqu'aujourd'hui j'ai décidé de vous interroger sur Charles de Gaulle. Charles de Gaulle, on peut dire le président de la Ve République, le premier, 1958. Et je vais pas faire une intro trop longue, je vais simplement vous demander si le mythe autour de Charles de Gaulle, à savoir le sauveur exemplaire de la France du XXe siècle, est un mythe ou une réalité. Est-ce que c'est un imposteur ou un vrai héros? Je suis en bonne forme Alexandre et on va y aller courageusement pour essayer de démonter le mythe de Gaulle. Je dis courageusement parce que de Gaulle est idolâtré par la grande majorité de la droite nationale. Faut le reconnaître, on lui trouve toutes les qualités, un grand militaire, un grand politique, un grand homme de lettres et de culture. Et on l'idolâtre. Alors on l'idolâtre d'autant plus facilement que si on le compare à ce qui a suivi, à Jacques Chirac ou à Macron, on se dit que c'était quand même un grand homme. Alors attention, par contraste, ça me semble une mauvaise méthode, parce qu'on prend quelqu'un de mauvais, on se dit par rapport aux gens très mauvais, c'est toujours mieux. Mais non. De Gaulle avait de réels talents, et ce qui est dommage, c'est de voir ce qu'il a fait de son talent. Est-ce qu'il a vraiment servi la France, ou est-ce qu'il a vraiment nui à la France? Et je pense malheureusement, quitte à vexer beaucoup de monde, qu'il a davantage nui à la France, pour l'ensemble de ses œuvres sur un jugement global. Et ce qui m'intéresse bien sûr, c'est l'homme public, ce qu'il a fait, ce qu'il a écrit. L'homme privé était, paraît-il, excellent, donc un bon époux, un bon père qui s'occupait de son enfant handicapé, ce qui n'était pas si commun à l'époque, un excellent grand-père, donc l'homme privé était très bien, je n'en doute pas. L'homme public avait des qualités, mais malheureusement, son bilan est assez effroyable, c'est ce que je vais essayer de présenter à nos téléspectateurs. Et justement, on rentre directement sur le sujet de l'armée, puisque vous parlez de l'homme privé, vous parlez de l'homme public. Il est difficile parfois de distinguer le général de Charles, et donc, est-il vrai que le général de Gaulle était un grand militaire? Alors, De Gaulle a pour premier métier l'armée, en effet, donc il vient d'une excellente famille du nord de la France et de Champagne, donc grande bourgeoisie et pas noblesse, et à l'époque, quand il était jeune, vers 1900-1910, c'était la carrière la plus honorable, la carrière des armes, donc rappelons qu'il est quand même né en 1890, 20 ans en 1910, pour situer le personnage. Donc il a été officier et de façon générale, dans l'armée, il était compétent. Donc il savait mener les hommes au combat, il comprenait la chose militaire, mais attention, compétent ne veut pas dire génial, et ça ne veut pas dire non plus des états de service impressionnants sur les champs de bataille. Donc il a fait la guerre de 14, jeune officier, et il a été capturé à Verdun en 1916. Donc on peut comprendre le fort qu'il défendait, Douaumont près de Verdun était tombé, il a été capturé avec les autres, c'est pas infamant, mais enfin c'est pas un fait d'armes remarquable. Donc Première Guerre mondiale. Dans les années 20-30, il a écrit, donc des écrits théoriques qui sont pas inintéressants ou faux, où il a compris que le char était une des armes d'avenir. Mais attention, il a vraiment compris pour le char et pas pour l'aviation. On sait que la Deuxième Guerre mondiale, ce qui marchait, c'était la combinaison division blindée et appui aérien de l'aviation. Donc il a à moitié compris les choses, donc c'est pas faux, on va pas s'acharner en disant qu'il était mauvais, mais enfin c'est tout sauf un génie, et c'était des idées quand même communes à son époque. Dans les années 30, l'avenir c'est les divisions blindées, c'était vraiment des idées communes à son époque. Pour la Deuxième Guerre mondiale, il s'est battu en 1940 à la tête d'une division blindée, et là encore, il a été battu. Donc il a chanté dans ses œuvres ses contre-attaques de Montcornet, donc c'était une reconnaissance en force, et il a été battu. Alors elle a été battue par les Allemands, on dira comme toute l'armée française au printemps 40, mais justement, il a encore été battu, donc ça ne mérite pas les éloges rétrospectifs sur son supposé génie. Est-ce qu'il a au moins eu un succès local significatif, mais même pas, reconnaissance en force, et il a été battu. Donc après il y a le grand militaire et si l'on peut dire supposé et politique, c'est le fameux appel du 18 juin 1940. Donc on a d'ailleurs des doutes sur le fait que est-ce que c'était bien le 18 juin ou est-ce que c'était le texte exact. Il a probablement légèrement repris son texte dans les jours suivants.
Mais là aussi, c'était un pari fou sur l'avenir, en pensant que non, 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 les Allemands finiraient par perdre la guerre, à l'heure où la France était complètement battue et aux trois quarts occupée. Il faut quand même rappeler les choses, avec les Allemands jusqu'à Lyon et rien pour les empêcher d'aller jusqu'à Marseille. Donc il s'est révolté contre le gouvernement français en place, qui était celui du maréchal Pétain, qui avait demandé l'armistice le 17 juin. Alors, c'est facile de critiquer par la suite en disant qu'il ne faut pas demander l'armistice, mais quand on est battu, il faut tenir compte des réalités. Les Allemands avaient battu l'armée française, et il fallait atténuer autant que possible les souffrances des soldats et préserver les populations civiles. Et De Gaulle non, alors il l'a refusé. Bon, c'était facile au sens où c'est nier les réalités, et c'était pas très dangereux puisque c'était de Londres, hein. Donc, même si par absurde les Allemands avaient débarqué en Angleterre, il aurait fui au Canada. Donc, de toute façon, c'était facile de Londres d'appeler pour autrui un héroïsme suicidaire pour les circonstances réelles de juin 1940. Et donc il a eu à partir de 1940 surtout un rôle politique, hein, on insiste là-dessus, donc chef de la France libre, c'est-à-dire rien du tout, un auxiliaire des Britanniques. Il a réussi à s'imposer avec l'aide des communistes à l'été 1944 en France, hein, quand les armées alliées, donc pas du tout les gaullistes, hein, c'est vraiment les armées alliées américano-britanniques, envahissent la France à l'été 44, en chassent les Allemands. De Gaulle a réussi à s'imposer, mais attention, là encore, c'est son rôle politique, c'est pas vraiment son rôle militaire, c'est le pari fou du 18 juin 40 qui a été juste en un sens, la vision générale. Du genre, si toutes les forces, grandes puissances de la Terre, donc à la fois l'URSS, qui était pourtant l'allié de l'Allemagne hitlérienne en juin 40, du temps du pacte germano-soviétique, et les États-Unis de Roosevelt se mettent tous en soutien à la Grande-Bretagne contre l'Allemagne, alors là, l'Allemagne serait battue. Donc il a fait ce pari extrêmement optimiste, qui pour des tas de circonstances qu'on ne développera pas, s'est avéré gagnant. Mais là encore, hein, c'est pas un génie particulier, c'est une hypothèse qui s'est avérée juste. Et sans compter que pour la France, c'était énormément de souffrance dans un pays vaincu et occupé, quoi qu'on en pense par ailleurs de l'occupant. Donc on a vu que ce n'était pas forcément un génie militaire. Est-ce qu'on peut dire que c'était un génie politique? J'aurais tendance à dire non, au sens d'une grande vision de la France qu'il aurait appliquée pour le plus grand bien de notre pays. Il avait un vrai talent politique au sens négatif de manipulation des foules, hein, ce qui existe aussi. Quand on voit aujourd'hui des gens qui se croient très habiles, comme Macron par exemple, on se dit que bon, De Gaulle était beaucoup plus rusé, beaucoup plus malin, donc ça, il n'y a aucun doute, mais c'est plus un talent pour la politique dans le sens négatif du terme. Et après, c'est le drame, on est aux confins là de son rôle politique et de la culture, c'est qu'il avait un vrai sens des formules, il maîtrisait parfaitement la langue française, et c'est souvent le drame dans la droite nationale, c'est qu'on sort des citations de Gaulle de son contexte, quand il parle de la grandeur et l'indépendance de la France, quelle belle formule, on est évidemment pour la grandeur et l'indépendance de la France. Le problème, c'est qu'au pouvoir, il a fait exactement le contraire, il a miné la grandeur et l'indépendance de la France, en ayant conscience de ce qu'il faisait, parce que c'était tout sauf un imbécile. Donc De Gaulle a eu un rôle politique négatif. En 1944, on a frôlé la prise du pouvoir par les communistes. Il a joué un jeu très dangereux avec les communistes à l'époque stalinienne, hein, donc le sommet de la dangerosité de la chose. En 1946, il est allé bouder, il a démissionné, évidemment il n'a pas été remplacé, donc il a fait un faux pas politique. Et en 1958, quand il est revenu aux affaires, suite à un quasi-coup d'État, c'était le chantage à la dictature militaire en France s'il n'était pas appelé par le président Coty, on sait que le président Coty l'a appelé, donc c'est un vrai chantage à la limite du coup d'État, et il voulait à la fois une république efficace, et la constitution de la Ve République, donc sur le plan de l'efficacité gouvernementale, c'est mieux que l'instabilité de la Quatrième République, mais le drame c'est que cet outil qu'il a forgé, il s'en est très mal servi. En 1958, il avait promis la paix victorieuse en Algérie. Donc il était vraiment élu et conduit là-dessus. Et comme on le sait, 4 ans plus tard, en 1962, il a abandonné complètement l'Algérie au FLN, donc les insurgés algériens, nationalistes panarabes et socialistes, très anti-français, alors qu'ils avaient été battus militairement. C'est ça le drame, il y avait
15 solutions possibles, jamais parfaites pour le drame algérien. Il a suivi la pire, tout cédé aux conditions du FLN. Alors que parmi les autres solutions, il y aurait eu la partition, puisque tous les Algériens qui se multipliaient par 2 tous les 20 ans ne pouvaient pas devenir français sur le long terme. Ça, il l'a vu, il avait raison, mais il y aurait eu la partition, garder Alger et Oran, qui étaient 2 grandes villes françaises, avec des corridors pour garder le Sahara, qui était vide. On aurait pu faire au moins ça, et avec des États algériens indépendants, au pluriel, respectant la diversité des populations locales. Donc un État kabyle, un État des Aurès, et différents États tribaux arabes. C'était du domaine du faisable, du gérable sur le long terme, quitte à faire un mur entre les enclaves françaises et ces territoires arabes si ça avait mal tourné sur le long terme. Enfin, c'était du faisable, ce qu'il n'a pas fait. Même chose pour l'émigration, il a été d'une passivité totale sur l'immigration. On a ses propos privés rapportés par Perfit sur la France, pays de culture gréco-romaine ou gréco-latine, de culture chrétienne là encore, donc ça c'est très bien, je dirais c'est le drame du De Gaulle hors contexte. Il a dit ça, c'est juste en soi, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une passivité totale sur l'immigration. On constate qu'en 62, le nouveau pouvoir arabe algérien a expulsé de fait, le fameux slogan La veille de cercueil, 1 million de Français d'Algérie, la réplique qui aurait été logique aurait recommandé d'envoyer en Algérie les 700 000 Arabes algériens vivant en France à l'époque. Il n'a rien fait du tout, et il a au contraire été d'une passivité totale sur l'immigration en général et l'immigration arabo-musulmane en particulier en France. Donc c'est vraiment la voie de l'abandon. Donc là encore, il parle des discours très volontaristes qui sont juste hors contexte, l'abandon total. Même chose pour l'OTAN, il était pour notre indépendance face aux États-Unis, l'OTAN est un protectorat des États-Unis. En soi, il avait raison, seulement il n'en a rien fait. C'est le fameux sortir du commandement intégré de l'OTAN, il n'a fait que ça changeait rien au fait que la France était dans l'OTAN. Et je dirais, dans les années 60, on n'avait plus la menace soviétique comme lors de la fondation de l'OTAN en 49. Donc en 49, vous pouvez dire on avait le choix entre protectorat américain ou protectorat soviétique. Les Américains, c'était préférable aux Soviétiques. Admettons, le raisonnement peut se tenir, mais dans les années 60, c'était plus le cas. On aurait pu avoir une France vraiment indépendante. Donc, j'aurais tendance à dire si seulement il avait appliqué ses propres discours sur ce thème. Même chose pour la CE, donc c'est l'ancêtre de l'Union européenne, il y a une tendance à la supranationalité et à la destruction des nations, tendance qu'il a d'ailleurs vue, il a fait des discours contre le machin entre guillemets, que ce soit la CE, ou l'autre machin, les institutions mondialistes contre l'ONU. Donc là encore, le discours de De Gaulle, pris hors contexte, est très bien, mais c'est pas du tout la politique qu'il a réellement menée. Il a laissé la France dans la CE, il a laissé la France à l'ONU, il aurait fallu quitter toutes ces institutions. Donc sur le plan politique, ce personnage a été vraiment négatif. Et il est parti en 69 sur une réforme de régionalisation qui a été dangereuse, qui a, comment dirais-je, anticipé ce qui a été fait par la gauche dans les années 80, c'est-à-dire miner la nation française en recréant des baronnies régionales. Dans le temps long de l'histoire de France, c'est vraiment la chose à ne pas faire, et il avait lancé cette chose en 69. Bon, les Français ont répondu non parce qu'ils étaient là du gaullisme après 11 ans de pouvoir, puisqu'il est revenu en 58, comme vous l'avez dit. Mais vraiment, il est tombé à gauche sur une mauvaise réforme. Donc son bilan politique est globalement négatif. Je redis encore une fois, du bilan politique réel. Après, il y avait une époque de forte croissance et de développement économique en France, donc il n'était pas complètement fou ou extrêmement dangereux, il a laissé faire la croissance économique et le progrès social qui avait lieu avant lui, ou a souvent des lois sociales ou des lois programmatiques, notamment les barrages de la vallée du Rhône, qui sont très bien, qui datent en fait de la 4ème République. La même chose, la bombe atomique française, ça date en fait de la 4ème République. Donc il a hérité du meilleur de la 4ème République, et avec un talent politique au sens négatif de la manipulation politique, s'est attribué tous les mérites. Donc non, De Gaulle c'est un être malheureusement négatif, et il faut oser dire les choses, quitte à déplaire à certains téléspectateurs. Donc, on pourrait dire, est-ce que vous pourriez dire que certaines revendications de mai 68 étaient légitimes,
Non, parce que mai 68, c'est vraiment l'extrême gauche dangereuse, et dire De Gaulle doit partir, ça d'accord, hein, mais il aurait fallu quoi? Une expérience maoïste sur le modèle de la révolution culturelle rêvée par les intellectuels gauchistes à Saint-Germain-des-Prés? Non, pas du tout, hein, il aurait fallu une vraie expérience nationaliste. Il n'y avait pas encore le Parti de la France à l'époque, malheureusement, mais enfin bon, il y avait déjà différents courants nationalistes qui auraient pu redresser la France, hein, mais malheureusement, c'était pas du tout le programme de 68, que ce soit du côté des insurgés gauchistes ou du côté du pouvoir gaulliste, où c'était la lutte contre la chienlit. J'aurais tendance à dire que dans l'absolu, là encore, c'est son art du discours, il avait pas tort, hein, la chienlit gauchiste était insupportable, mais De Gaulle au pouvoir, c'était insupportable aussi. Hein, disons, les questions baroques qu'on a toujours dans les forums, et c'est une perte de temps, faut-il voter Macron ou Mélenchon? Non, aucun des deux. Hein, voilà, point final. Il faut soutenir le Parti de la France, voilà la bonne méthode. Tout à fait. Donc Charles de Gaulle, pas un grand homme militaire, Charles de Gaulle, pas un grand homme politique, est-ce qu'on peut dire que c'est quand même un grand homme de culture? Alors là, il faut faire la part des choses. Il savait écrire, il savait parler. Hein, il faut regarder ses discours. Et on retrouve, comme il avait 20 ans en 1910, hein, souvent les gens ont leurs idées, ou le style de leurs 20 ou 25 ans. Il savait faire des grands discours. Il faut regarder les archives de l'INA, hein, on trouve ça très facilement. Il y avait un art oratoire qui s'est complètement perdu. Hein. On compare un discours de Gaulle et un discours de Marlène Schiappa, par exemple, le ministre de Macron. On se rend compte à quel point la culture française est tombée dans un abîme sans fond. C'est impressionnant. Mais justement, un art du discours, un art de la narration, hein, il a écrit des milliers de pages, donc là encore, sur les 3000 pages de ses mémoires et de ses divers ouvrages, il y a des pages vraiment très bien. Hein. Mais il y a l'art de la présentation et l'art du mensonge, hein, ça aussi. Attention pour ses mémoires à De Gaulle, si on était taquin, on dirait c'est la loi du genre des mémoires, hein, donc se mettre en valeur, mais lui se met en valeur avec un culot formidable, hein, si on va dans les détails des affaires, mais au moins il écrit bien, donc c'est un plaisir à lire, il a au moins ce talent. Donc vraie culture chez De Gaulle, mais justement il n'a pas vraiment défendu la culture française et il est tombé complètement à côté du combat culturel. Hein. Il a vraiment laissé l'intelligence française, ou ce qui en tient lieu, aux mains de la gauche et de l'extrême gauche. Ce qui a préparé la fausse droite Giscard dans les années 70, hein, la droite moderne. Donc c'est tout à fait des slogans à la Macron, ça remonte en fait aux années 70, hein, ce qu'on a tendance à oublier. Et encore pire, Mitterrand, le socialisme, la gauche sectaire qui a nui et détruit la France sur le long terme, hein, nous y sommes. Là aussi, c'est entre autres dû à la passivité complète du général de Gaulle. Hein. Il aurait pu essayer de mener une politique universitaire avec des penseurs de droite, hein, il y en avait, avec, là encore, une vraie politique, que ce soit dans les théâtres, que ce soit dans la télévision, qui défendent une culture patriotique, on ose dire nationaliste, hein, mais rien du tout. La seule chose qu'il a imposée, c'est une télévision servile. On dira on y est encore, du moins pour la gauche, avec, disons, des journalistes aux ordres du gouvernement pour des entretiens flatteurs et complaisants. Enfin, c'est là qu'on se dit c'est extrêmement dommage, vu ses capacités par ailleurs, qu'il ait réduit on ose dire le combat culturel, du moins le combat culturel qu'il a abandonné, à simplement avoir des journalistes serviles dans ses entretiens télévisés. Donc c'est extrêmement dommage et c'est un gâchis formidable. Hein. Donc le général de Gaulle avait de vrais talents, je ne dis pas, mais c'est une logique de fausse droite passive. Hein. On abandonne complètement le combat à tous les niveaux, y compris et surtout le combat culturel, et il ne faut pas s'étonner du désastre qui a suivi. Donc au lieu d'en faire un héros et un modèle, De Gaulle a vraiment été justement l'incarnation de la fausse droite passive qui accepte tout et qui prépare, voire accompagne, le triomphe de la gauche, qui est tout simplement la destruction de la France. Merci beaucoup Scipion pour ce débrief sur le personnage de Charles de Gaulle, et du coup en un seul mot je vais vous demander de répondre. Alors Charles de Gaulle, héros ou imposteur? Eh bien, malheureusement, hein, c'est pas par manie ou maniaquerie de critiquer tout le monde, c'était un imposteur. Un imposteur brillant et talentueux, je n'en doute pas, mais un imposteur.
Très bien, merci beaucoup Scipion pour avoir répondu à cette fameuse question et pour avoir expliqué ce bilan très mitigé finalement de la carrière de Charles de Gaulle. Chers adhérents, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas fait et suggérer en commentaire d'autres personnages de l'histoire de France que Scipion pourrait nous raconter. C'est toujours passionnant et c'est toujours un plaisir de le recevoir dans ma chronique historique. Et en attendant, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.